Bonjour, bienvenue dans Lumière Intérieure. Cette semaine, j'ai la joie d'accueillir deux invités, un duo de journalistes que vous pouvez entendre et voir tous les jours sur RMC, RMC Story et BFM. Ils fêtent cette année leurs 20 ans de collaboration avec plus de 5000 émissions au compteur. Si je vous dis bonjour, c'est l'heure des grandes gueules, c'est l'heure des GG. Je suis sûre que vous les avez reconnus. Olivier Truchot et Alain Marchal sont mes invités. Bonjour. Bonjour, très heureux d'être avec vous. De même, ravi de vous accueillir et bon anniversaire. Merci. 20 Tous ans. les deux, 20 ans. On les avait pas vus passer. Oui, vraiment. Non, c'est vrai. Au quotidien, depuis 20 ans, on peut donc vous entendre et vous voir. Pour fêter ça, un nouveau livre. 20 ans de succès. 6 ans aux après le éditions premier. L'Archipel. Voilà, 20 ans de succès aux éditions de l'Archipel. Après les secrets déjà des grandes gueules. On vous confond toujours ? De Oui. temps en temps ? Un peu moins, mais ça Moins, arrive. quand même, maintenant. Ça arrive quand même. Il a perdu des cheveux, j'ai toujours les mêmes. C'est comme ça qu'on vous reconnaît. Ça aide. Alors, dans ce livre, vous revenez sur la genèse de l'émission, les anecdotes, sur votre parcours, un parcours qu'on va explorer dans cette émission. Vous vous souvenez, au démarrage des Grandes Gueules, il y avait le CV Express. Oui, on le faisait subir à nos invités. Je vais vous le faire subir. Allez, vous en êtes subissons alors, d'accord ? subissons. Allez, on va commencer par Olivier Truchot. Alors, CV Express, votre nom. Truchot. Ouais, votre prénom. Olivier. Et il y en avait d'autres. Ah oui, alors André Jean, c'est le prénom de mes grands-pères. Date de naissance. 16 06 68. Ah, Paris, Paris. 12e arrondissement. revenu. Très agréable. Mais Yes. encore. Mais encore. Non, ils sont confortables. Oui, ça permet d'avoir une vie agréable. Mais il faut continuer à travailler quand même. Ah oui. Oui. ISF, Non. situation de famille. Alors, je suis père de 4 enfants, je suis divorcé et j'ai une nouvelle compagne avec qui j'ai eu mon 4e enfant, un petit Joseph de 3 ans et demi. Langue, Très mal l'anglais et quasiment plus l'allemand. C'était pourtant ma seconde langue, mais j'ai tout oublié. religion, De tradition et d'éducation catholique, mais aujourd'hui sans. santé, Ça va. Ça va, oui, je touche Vous du avez bois, l'air. je ne sais pas s'il y a du bois. Oui, non, oui, il faut, de toute façon, pour faire le métier qu'on fait, et faire 5 heures de direct par jour, il faut effectivement avoir une certaine santé. Alain Marchal. Présent. Allez, la même punition. Donc non, Marshall. Marchal. Vous auriez pu avoir... vous avez 2 noms. Oui, j'ai 2 noms, mais on va dire que celui qui est courant, usuel, c'est Marshall. Voilà. Qui est en fait celui de votre Du grand-père adoptif de mon, père racontez adoptif dans le de mon livre. père. Oui, bien sûr. Voilà. Prénom, Alain-Jacques-Henri François, vous en avez beaucoup. Date de naissance, 18-8-63 à Nice. à Nice. Marié, 2 enfants, marié avec Cécile depuis bientôt 30 ans, et 2 enfants, Antoine et Emma. Emma, 27 ans, et Antoine, 25 l'année prochaine. Langue, Anglais, lu, écrit, parlé. religion, Élevé catholique, plus croyant, mais toujours en recherche. et Toujours. santé. La santé, hypertension, traité, cholestérol, traité, audition qui faiblit. Dis donc. Et ça commence à... C'est peut-être les 5 ans d'écart là qui. Oui, c'est ça. Ça doit être ça. Et j'essaie de m'entretenir en faisant du sport. On fait d'ailleurs du sport ensemble avec des copains de la radio. On s'est mis au padel depuis peu. Pas d'elle. Padel. Sinon, J'ai une nouvelle passion. Je fais du cardio. Vous êtes ironique. Non, c'est vrai. Non, c'est très Ah sympa. non, sérieusement, On rigole bien. on est Ça complètement... change du ski parce que vous êtes un grand skieur. Ouais, Ouais, mais le ski, très moi, bien. je joue au tennis et le padel se rapproche et on a découvert ça et on adore ça. Et puis surtout, ça se joue à 4, donc c'est assez convivial et c'est très ludique. On s'amuse bien avec des copains de la radio, de la Ça télé. permet de décompresser aussi. Ouais, entre, ouais, ça, voilà. j'imagine. Ouais, sinon, on fait du coup du padel, et sinon j'essaie d'aller moi aussi au sport, faire du vélo, du tapis. Ça, c'est pour le cardio. C'est ma cardiologue qui m'a dit, il n'y a rien de mieux. Voilà, la marche ou le vélo. La marche ou le vélo. Pas la marche sur le chemin de Compostelle. Non, mais ça pourrait, Ça pourrait. qui sait, ça pourrait être. On parlait de religion, plutôt une tradition catholique,
Oui. tous les deux. Oui, oui. Vous êtes nés un dimanche, Oui. également point commun. Pas Oui. mal de points communs qui ressortent dans ce livre. Sans le savoir d'ailleurs. Oui, Sans oui. le savoir. On parle de... parlons un peu de religion Oui. pour commencer. Alain Moi, allez, je me lance. Donc, religion, oui, dans le quartier, parce que c'était vraiment dans mon quartier à Nice. D'abord, il y avait beaucoup de familles qui venaient d'Italie. Mais, ma grand-mère était croyante, mon grand-père ayant été prisonnier de guerre. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui l'ont fait reculer par rapport à Dieu et à la foi. Alors, comment s'appelait-il? Parce que François Sayoni. Sayoni. Oui. Mais Choi. Choi, Je c'était me son demandais comment surnom, on parce que si vous voulez, prononçait en niçois, c'était C'est l'un des chapitres. Choi. Choi. Voilà, c'était en Choi parlais. Sayoni. Et Simone, vous en parlez aussi. Et Simone, c'était ma C'est de l'autre grand-mère grand-mère paternelle, paternelle. effectivement. Mais ma grand-mère maternelle, ma grand-mère niçoise, Jeannette, pieuse, croyante. Et d'ailleurs, ma mère continue d'aller à Sainte-Rita, une des églises du Vieux-Nice, en souvenir de sa mère. Et de temps en temps, je l'accompagne. Et puis, on a un petit moment comme ça, quand je peux, pour Sainte-Rita. Et j'adore entrer dans les églises. Et dans mon quartier à Nice, il y avait Notre-Dame de Bon Conseil qui avait été construite par l'abbé Barré. Et c'était un point de rendez-vous vraiment du quartier. Le dimanche, l'église était noire de monde. Moi, c'est là-bas que j'ai fait le catéchisme avec sœur Geneviève. Et puis on se retrouvait tous les copains du quartier, parce qu'on a tous grandi avec mes copains, et qui sont toujours mes potes d'ailleurs, mes frères. On a grandi sur 3-4 pâtés de maison, les grands-mères se connaissaient, les mamans étaient à l'école ensemble, et nous on a été en classe ensemble. Donc l'église, avec l'abbé Barré, on y jouait au foot, on y riait, on se marrait, on faisait les sorties les après-midi avec sœur Geneviève. Et c'était vraiment un beau point de rendez-vous et d'épanouissement. Et vous pratiquiez tous les dimanches à la Tous les messe? dimanches, j'allais à l'église. Et puis, comme on était un peu turbulent, il y avait aussi Monsieur Juarez, qui était l'intendant de la chapelle, qui nous surveillait. On était 3-4, il nous avait toujours à l'œil. Et puis, inévitablement, une fois sur 5, il y en avait toujours un qui se faisait sortir de l'église avant la messe, parce qu'il y avait des fous rires, parce qu'on faisait on faisait des grimaces, on faisait rire les uns les autres. Voilà. Mais c'était des bons souvenirs, quoi. Voilà, très bon. Et moins de messe aujourd'hui? Plus du tout. Non. Très franchement, je n'apprécie pas la liturgie. Je n'apprécie plus la liturgie. Qui est trop dans la contrition, qui est trop dans cette introspection de culpabilité. Et je me souviens, il y a quelques années, j'étais à la communion d'une de mes nièces au Mans, dans la cathédrale du Mans, qui est magnifique, sublime. Et il y avait le banc et l'arrière-banc des curés du Mans et l'évêque qui étaient là, et j'ai détesté sa prise de parole. Un point tel que mon beau-frère, qui lui est très croyant, m'a mis un coup de coude, et ma nièce aussi, en me disant « arrête ». Parce que j'avais envie de les interrompre en disant « vous êtes là devant la jeunesse, devant la vie, et vous êtes là à nous parler de la mort ». Et j'ai détesté ce moment-là. Et à la fin Vous avez failli intervenir en mode grande gueule. En mode grande gueule. Oui, mais à la fin de l'office, je voulais aller les voir. Voilà. Je voulais aller les voir. Et Vous auriez pu l'inviter. je voulais aller voir l'évêque et lui dire non, Comme il y a toutes les- changez vos prises de parole, arrêtez avec ça, quoi. Voilà. Ça m'avait foutu vraiment en rogne. Mais semblez- encore aujourd'hui, oui, je vous vous dis, semblez l'être encore. cette liturgie de devoir confesser, baisser le dos pour pardonner les péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. Je n'aime plus tout ça. Ça me met en colère, vraiment. Parce qu'on a baigné là-dedans, le monde baigne encore là-dedans, et je trouve qu'on, pour avancer, on devrait s'extraire de tout ça. Et je pourrais vous réciter la messe quasiment par cœur encore aujourd'hui. Pardon, c'était mon moment. Non, mais c'est moment intéressant. Il avait des choses à régler. Oui, j'étais sûr. Il attendait d'être à KTO. J'étais sûr. Bah oui. Non, mais parce que c'est des sujets. Et cette colère, elle date de quand? Parce que de quand elle date Elle date d'un chemin que j'ai fait personnellement, en lisant beaucoup d'ouvrages, en entendant beaucoup de témoignages de gens qui avaient été déçus par l'Église, en lisant. Les dernières affaires dans l'Église m'ont pas vraiment réconcilié. Il y a des hommes formidables dans l'Église. C'est pas ce que je remets en cause. Mais et puis en entendant des gens qui n'ont pas forcément trouvé le secours, le moment voulu dans l'Église. Et puis en
en voyant beaucoup de gens aussi. Je suis allé à Jérusalem 2 fois, j'ai emmené ma femme aussi. Parce que vous voyez, je voulais y aller, je voulais me rendre compte de la Terre Sainte, je voulais comprendre et éventuellement ressentir. Je n'ai pas ressenti, pourtant je suis ouvert, et j'ai vu beaucoup de choses de la foi et de ce que la foi peut provoquer chez les gens, et une attente qui n'est pas forcément récompensée. Et parfois, les hommes d'église ne trouvant pas les mots ou les bons mots pour pouvoir réconforter ces personnes-là, quoi. Et je trouve que parfois, ça leur laisse beaucoup d'espoir vain et que ça manque de vérité. Vous n'avez peut-être pas fait forcément les bonnes rencontres. Vous me disiez hors antenne que vous envisagez peut-être une bénédiction pour vos 30 ans de mariage. Peut-être. Mariage au départ à Las Vegas, mais ensuite à oui, l'église. peut-être. Je me laisserai. je me laisserai peut-être faire. On verra. Ce sera une discussion à avoir. Il y a toujours une partie de moi qui est ouverte. Et c'est une bataille. Une bataille. Ouais. Un paradoxe. Controverse. Oui, c'est ça. Allez, c'est le tour d'Olivier un petit peu, qui a aussi un lien avec la religion. J'ai moins de comptes une à régler. tradition catholique, peut-être moins de comptes à régler. J'ai moins de rancœur. Donc, les frères maristes, pour vous, alors, parce entre que, autres. en fait, donc, je baigne dans une culture, une éducation religieuse, un peu de tradition dans ces familles catholiques où on baptise les enfants. J'avais un grand-père maternel qui était très croyant, qui allait à la messe tous les dimanches. Ma grand-mère n'y allait pas. Et donc, mes parents nous ont baptisés. J'ai fait le catéchisme. J'aimais bien, c'était des moments effectivement sympathiques. Ensuite, au collège, j'arrive dans le privé, à Toulouse. Je suis chez les frères maristes, un peu par hasard, parce que c'était le collège qui était près de chez nous. Et ensuite, je suis au lycée Sainte-Marie-des-Champs, toujours à Toulouse. Donc là, c'était plutôt les bonnes sœurs qui nous surveillaient. J'ai en mémoire notamment sœur Dominique, qui avait fort à faire avec nous. Et puis ensuite, j'ai fini ma scolarité dans une boîte à bac en terminale avec, là, c'était les protestants. Ouais, bref. Et c'est vrai que j'ai toujours baigné là-dedans. D'ailleurs, un de mes premiers boulots en tant que pigiste, lorsque j'étais encore à l'école de journalisme, c'était travailler pour Radio Notre-Dame, qui était une bonne radio, qui avait beaucoup de moyens. Enfin, en tout cas, pour un jeune journaliste, c'était une bonne chose, parce qu'on faisait plein de choses. Voilà. Donc moi, j'ai toujours été ouvert à cette culture catholique, baignant dedans, mais c'est vrai que je me posais pas trop la question de savoir si je croyais ou pas quand j'étais dedans, parce que finalement, j'étais peut-être influencé par mon entourage, donc je pouvais aller à la messe, etc. Et en devenant adulte, en réfléchissant un peu plus, c'est vrai que je me suis aperçu que je n'avais pas la foi, et que je n'allais pas me mentir à moi-même. Donc, ce qui fait que mes enfants, je ne les ai pas baptisés, sauf le petit dernier, parce que sa maman, qui elle est à la fois catholique, le voulait, et donc j'ai respecté son choix. Pour moi, c'était pas un enjeu particulier, et pour elle, c'était important. Voilà. Le dernier qui s'appelle Joseph. Et en plus, il s'appelle Joseph, donc il pouvait que être baptisé. Mais j'aime toujours rentrer dans les églises et cathédrales, et bien sûr, ça fait partie de mes racines. Alors, tous ces parcours que vous nous racontez, on les trouve dans ce livre, 20 ans de succès, où vous rendez aussi hommage évidemment au fameux GG. Il y en a eu beaucoup, certains ne sont plus là. Jacques Maillot, Didier Giraud, Étienne Lebig, Elina Dumont, je ne vais pas tous les citer, Charles Consigny, qu'on a encore beaucoup. Bon, je ne vais pas vous... Il y a eu un prêtre, hein. Ouais. Le père Patrice Gourrier, qui est resté une dizaine d'années avec nous. Qui avait un parcours atypique. Et un prêtre. Et ce prêtre... Il n'est plus là. Oui. Enfin, il n'est plus là, il est plus... toujours en vie. Oui, il y a des... Non, c'est lui qui a décidé de s'éloigner. Mais il est resté longtemps avec nous, effectivement, par parcours atypique. médiatique. Ouais. Parce que jusqu'à 40 ans, il travaille dans le privé, il travaille chez Vivendi dans l'édition, et puis voilà, il a changé de vie, il est devenu curé à Poitiers. Ouais. Et c'est à ce moment-là qu'on l'a rencontré, il a écrit un livre pour raconter son parcours, c'était une lettre au prochain pape. Ouais. On était entre quel pape et quel pape, je ne sais plus. Entre Jean-Paul II et Benoît XVI, peut-être. Benoît XVI, oui. Et voilà, il nous avait intéressés par son parcours, son approche aussi de la foi. Et c'était quelqu'un de très bien. Puis à un moment donné, il est parti sur autre chose. Il est parti sur autre chose. Il y a beaucoup de gens comme ça qui sont partis sur d'autres choses. Ce qui est intéressant dans votre émission, c'est une émission qui donne la parole à toutes sortes de profils, à toutes sortes de personnalités, de tous les bords. Est-ce que... C'est difficile à poser comme question, mais est-ce qu'il y a un GG préféré quand même, ou, enfin, quelques personnalités emblématiques Pour marquer l'émission. Moi,
pour j'ai une vous qui petite- ont marqué j'ai l'émission pas, ou une j'ai pas une émission préférence, mais Non, pas une Jacques, préférence, mais- Jacques Maillot, Ouais. qui a été un peu notre GG historique, le premier. Pourquoi ? Parce que c'était le premier à croire en nous. Ouais. Nous, on était inconnus. Lui, il avait déjà cette personnalité, ce parcours d'entrepreneur. Nouvelle Il a frontière. cru à l'émission. Il était très enthousiaste. Et je pense que sans lui, peut-être que cette émission n'existerait pas parce qu'il nous a donné confiance. Et donc, Enfin, moi, personnellement, j'ai une affection particulière pour Jacques Maillot. Oui, et Et puis vous aussi, Alain aussi, je mettrais aussi une tendresse particulière, une affection pour Didier Giraud, notre agriculteur de Saône-et-Loire, Éleveur, parce que Saône-et-Loire. c'est vraiment quelqu'un qui depuis 15 ans. Ouais, 15 ans, c'est l'un des plus anciens maintenant. À aucun moment, il n'a été autre qu'agriculteur. Il aurait pu peut-être profiter des rencontres ou des feux de la rampe, etc., pour changer. Et c'est le rock des GG. Oui, il est quoi, en resté fait. fidèle Il à est ses resté convictions. fidèle le matin, il prend son train, il vient faire les grandes gueules, il quitte ses vaches le matin, il prend son train, il vient faire les grandes gueules et il repart s'occuper de ses vaches. Ensuite, c'est le même, il arrive. L'autre jour, je regardais ses mains quand il Calmeuse. arrive. C'est Ah des ouais, mains mais c'est de travailleurs. Les mains de travailleurs avec des. Avec, Vous l'avez il a- briefé quand même. Il faut qu'il écoute un peu Oui, l'actualité avant de venir. il avait les vous mains. l'avez coaché. Voilà, il avait les mains écorchées. C'est vraiment les mains qui vont dans la terre ouais, bien régulièrement, quoi. Ouais. Je vous propose de passer à la deuxième partie de l'émission. C'est celle où je m'éclipse. Ah. Voilà. Et je vous propose 4 mots. À D'accord. vous de nous les éclairer. Ok. À tout de suite, Olivier et Alain. Vous êtes bien là, toujours côte à côte, ensemble. Allez, je vous propose le premier mot. Tiens, chacun va prendre un mot pour les 2 premiers, ça vous dit ? D'accord. D'accord. Oui, ça va être plus simple. Il n'y a rien qui s'affiche là. Hein. Pas encore. D'accord. Celui qui veut choisit. Allez, le premier mot, c'est couple. Ah, quoique, les deux peuvent l'évoquer, ce couple. Alors, couple d'animateurs, je veux bien couple prendre. en général, qui prend ? Allez, je prends. Couple, il y en a un qui dure depuis 20 ans, le mien dure depuis bientôt 30 ans. On ne s'est jamais engueulés tous les deux. Alors qu'avec ta femme ? Et avec ma femme, non plus. Ah bon ? Donc, comme on dit, pour Mais c'est un miracle. Ah, finalement, je devrais croire, alors vous avez raison. Exact. Non, c'est vrai. C'est vrai parce que c'est une question d'aménagement, de compréhension, de dialogue à chaque fois, quoi. Donc, pour le moment, ça tient. Tant mieux. Oui, mais l'engueulade n'est pas forcément une mauvaise chose dans un couple. Moi, je pense qu'au contraire, il faut de temps en temps un peu s'engueuler. Il ne faut pas que ça soit artificiel, mais ça permet de dire des choses. C'est pas forcément Ah non, c'est pour ça que je dis- ça signifie pas Ah ouais, toujours je rupture. suis d'accord. Mais c'est pour ça que je dis que c'est. Il n'y a pas d'obligation. Il y a dialoguer, se comprendre, s'écouter. Ce qui est insupportable, c'est les couples qui s'engueulent en public. Ça, Ah, qui prennent les autres un peu en spectateurs. Il y a des couples qui fonctionnent comme ça. Et c'est un peu énervant. J'ai eu autour de moi, c'était leur mode de fonctionnement. Ouais, ouais. Et ça, d'ailleurs, ça n'a pas tenu très longtemps. Il y en a C'est qui ça. tiennent très longtemps, mais c'est insupportable pour les autres, Ouais. en fait. Vous vous estimez plutôt couple, duo, tandem ? Qu'est-ce que vous préférez comme appellation ? Oh, Duo, ouais, c'est bien. Duo, parce que couple, il y a une notion. Enfin, On vit pas ensemble. Voilà, on vit pas ensemble. Heureusement, d'ailleurs. Presque. Non, On passe 12 heures ensemble par jour. Non, on plus passe que 12 heures, vos, oui. vos mais compagnes. C'est vrai. c'est vrai. Et là, on a rajouté encore un peu avec le sport, avec le padel. Mais on passe pas nos vacances ensemble, on passe pas le week-end ensemble. De temps en temps, on se retrouve dans des dîners, on peut se retrouver dans des soirées. Mais de façon à ce qu'il y ait quand même cette respiration aussi. Je passe plus de temps avec Olivier qu'avec ma femme, hein, quand même. Oui, c'est ce que je disais. Sur Oui, bien sûr. l'ensemble d'une journée. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes complémentaires ? Le couple fonctionne grâce à la complémentarité. Oui, sûrement, oui. Oui, les gens qui se ressemblent trop, à mon avis, ne forment pas un couple très longtemps. Il faut que moi, ma vie personnelle, c'est ce que j'ai toujours ressenti dans les couples que j'ai pu former. Il faut apporter à l'autre peut-être ce qu'il n'a pas et vice-versa, ou se compléter, ou s'additionner plutôt, voilà, s'additionner. Et je pense que c'est pareil avec Alain, on n'a pas tout à fait le même Ah non, caractère. pas du tout, même. On a beaucoup de choses en commun, notamment dans le travail, on partage beaucoup de choses, dans la vision de notre boulot. C'est pour ça d'ailleurs au début qu'on s'est mis ensemble en quelque sorte. Mais il y a plein de choses où, voilà, on peut ne pas être d'accord, même si on a des parcours un peu similaires, même
parlait tout à l'heure de la présence du catholicisme dans notre vie, etc. Mais voilà, et heureusement qu'on s'apporte des choses mutuellement, sinon ça ne fonctionnerait pas, ça n'aurait pas d'intérêt. Alors, j'ai entendu pas le même caractère, pas du tout, disait Alain. Quelles sont vos grandes différences? Il y a beaucoup de points communs, mais quelles sont vos grandes différences? Je suis quelqu'un qui Qui est plus rond. Plus introverti. Ah, t'es plus sociable que moi, non? Je suis pas très sociable, moi. Je le reconnais. Hein. Oui, c'est vrai. Moi, je vais peut-être un peu plus vers les autres. Voilà, c'est ça. Plus facilement, dans l'échange, dans le dialogue, là, où peut-être qu'Olivier met un petit peu plus de temps. Il est beaucoup plus directif, beaucoup plus punchy que moi. Il a beaucoup plus confiance en lui que moi. Voilà, il est plus tranchant que moi aussi. Après, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, alors pas confiance. Moi, je suis pas tellement confiance en moi, peut-être contrairement aux apparences. Toi, t'es un peu plus anxieux. Oui, voilà, il y a de l'anxiété. Un peu plus Enfin, l'anxiété provoque du coup un peu le manque de confiance. Ouais. Quoi, voilà. Toujours eu ce sentiment chez moi un peu de l'imposteur, un truc que j'ai gardé et que je garde encore aujourd'hui, passé les 60 ans, faut que je soigne ça. Quoi. J'aurais dû mettre un divan. Et moi, j'étais très timide en fait quand j'étais jeune. Vraiment, enfant et adolescent et même jeune adulte. Et c'était le combat de ma vie, c'était vaincre cette timidité. Je pense il l'a vaincu, je vous rassure. Non, mais si j'ai fait de la radio... Bonne thérapie. Non, mais c'était, moi je pense, c'est un peu cliché parce qu'il y a beaucoup de comédiens qui vous disent je suis très timide, si je suis monté sur scène, c'est pour... Mais je pense que si j'ai fait de la radio, si j'étais attiré par ça, je pense que c'était pour tordre le cou à cette timidité. Chacun a ses nœuds à régler, personnels. Et moi, c'était un truc important parce que ça a été un frein sur pas mal de choses pendant longtemps. Et je me suis empêché de faire des choses à cause de ça. Et voilà, donc c'était un peu mon combat intime. Donc je suis encore timide, contrairement aux apparences. Il cache bien. Et ouais, mais justement, parfois, il y a des protections. Voilà, on met des protections, il y a des diversions pour lutter contre ça. Mais voilà. C'est peut-être ma différence avec Alain. La timidité, on la voit plus trop. Oui, Olivier. mais parce que l'antenne, c'est différent. L'antenne, je dis pas qu'on est un personnage, mais à l'antenne, vous n'êtes plus pas les mêmes. Oui. Moi, dans la vie, pardon, si vous interrogiez la personne avec qui vit avec moi, Mariam, elle vous dirait que je suis assez timide en fait dans la vie. Et à l'antenne, c'est différent, mais parce que je pense que l'antenne, on n'est pas un personnage, mais on est soit au boulot, donc on est moins dans l'intimité. Oui, vous êtes même plus virulent. Oui. Et l'un et l'autre. Alain, je crois que vous faites parfois taper sur les doigts par votre épouse et vos enfants quand vous allez trop loin. Oui, parce que je suis quelqu'un qui est assez calme, d'humeur, je pense, assez égale. Et je peux être parfois un peu éruptif. Faut calme alors. Ouais, et donc souvent, voilà, ça m'est un peu reproché dans ces cas-là. Il peut y avoir des petits coups de sang, que ce soit ma femme ou mes enfants, des fois, ils me regardent comme ça en disant putain, qu'est-ce qui lui arrive, quoi, parce que comme c'est assez rare, ça se remarque. Parfois, c'est pas toujours très justifié, ça monte très haut puis ça redescend. Voilà. Le couple, c'est aussi la fidélité. Déjà, vous avez des caractères fidèles. Vous êtes fidèle. On est quand même plutôt fidèle déjà professionnellement parce qu'on est ensemble depuis 20 ans et on est toujours dans la même boîte. Alors qu'on a eu des sollicitations et finalement on était quand même assez fidèle et loyal professionnellement. Et moi je pense qu'on partage à peu près la même avis là-dessus. C'est-à-dire que c'est assez important pour nous la loyauté et ça marche dans les deux sens. Et dans la vie, écoute, j'ai vécu 27 ans avec ma femme, et maintenant je suis avec mon amoureuse Mariam, et oui, la fidélité, c'est important. C'est-à-dire que c'est important, c'est de construire les choses dans la durée. Ah, vous m'ouvrez la porte vers le deuxième mot, le couple et la fidélité. Le couple et la longévité. C'est un mot qui résonne pour vous? Oui, parce que d'abord on le prouve depuis 20 ans et c'était pas gagné parce que c'était vraiment un saut dans l'inconnu cette émission. On a essuyé beaucoup de critiques. Elle a mis du temps. Elle s'est installée assez vite et puis après le succès d'audience, ça met toujours surtout en radio beaucoup de temps. Longévité, je le prendrais aussi pour moi dans l'amitié.
parce que ça vous guide. Pour moi, c'est un pilier. Longévité aussi dans mon couple, effectivement, dans mes attaches familiales. Je pense que c'est plus facile pour moi de me construire. Si vous voulez, dans ma vie de famille, il y a eu beaucoup de choses qui ont été interrompues brutalement. C'était avec des mensonges, beaucoup de choses. Et du coup, moi, je me raccroche à tout ce qui s'inscrit dans la durée, dans la longévité, dans la franchise et dans la vérité. Voilà. J'ai grandi dans une famille où il y a eu énormément de secrets à tous les niveaux qui remontent à très loin. Donc, c'était important de casser ces ruptures. Et si vous voulez, longévité, pour moi, je le vois comme une espèce de ligne droite, comme ça. Voilà. Sans cassure. Et c'est le cas d'ailleurs quand on lit la fin de votre ouvrage, puisque on espère fêter les 40 et les 50 ans des Grandes Gueules. Vous imaginez une Lucie et une Juliette vous remplaçant. Ah oui, alors ça, c'est Michel Topman, notre co-auteur, qui a imaginé effectivement un peu la science-fiction, la politique fiction. Ouais. Oui, enfin, dans 20 ans, on ne sera peut-être plus là, non. Mais enfin, on sera peut-être plus à l'antenne. Mais la longévité, c'est important dans notre métier. Alors, parce oui, que, longévité, Olivier. Oui, la longévité dans notre métier, c'est important. C'est-à-dire que souvent, ce que je dis maintenant plus jeune, maintenant avec du discours, non, mais je dis, c'est bien d'arriver dans ce métier, mais il faut durer. Et qu'il y a eu beaucoup de carrières éphémères, de gens qui, d'une façon assez spectaculaire, apparaissaient et puis après ont disparu. Donc, voilà, une vie professionnelle, c'est très long dans notre métier. Il y a peu de place. Il y a beaucoup de pression. Nous, on travaille dans le privé, donc la pression, c'est l'audience. On a beau faire de très belles émissions, s'il n'y a pas d'audience derrière, ça se termine. Donc ça, il faut le gérer. Et donc, durer, c'est quasiment aussi important qu'y arriver, en fait. Et je pense que ça se juge aussi là-dessus. Et j'ai toujours été assez admiratif des journalistes qui avaient fait comme ça des carrières dans la durée, qui avaient tenu le cap. Je trouve que c'est plutôt un modèle. Oui, un modèle de construction, de persévérance, d'endurance. Aussi. Ce sont aussi des mots importants pour vous. Oui. Vous avez tous les deux connu le chômage. Oui. Un peu moins moi que toi. Des carrières de pigistes, en fait. Mais au tout début, moi, alors, bizarrement, j'ai commencé chômeur, moi, quasiment. Parce que j'ai fait mon service militaire. Et en sortant de l'armée, en plus c'était aux années 90, 94, déjà à l'époque la presse était en crise, ça a toujours été un peu en crise, mais à l'époque c'était une période de chômage assez important en France. Il n'y avait pas aussi toutes les chaînes info, il y avait qu'LCI qui allait se créer. Je crois qu'ils avaient reçu 3000 CV parce que finalement tout le monde cherchait du boulot. Et donc j'ai un peu galéré, je faisais des piges, je me suis inscrit au chômage 3 mois et je venais d'avoir un enfant, mon premier fils, qui va avoir 30 ans. Et donc, il fallait se démerder, quoi. Et il fallait donc, j'étais au chômage, puis après, j'ai trouvé du boulot, des piges à droite, à gauche, quoi. Mais bon, après, ça apprend aussi, ça apprend la précarité, et puis il faut se bouger. Ah oui, vous êtes bien bougé. Toi, tu avais connu un peu plus longtemps une période de chômage. Oui, parce que moi, j'ai été dans un plan social en 92 à Monaco, j'étais déjà à RMC. Comme j'étais en contrat monégasque, c'était des contrats courts, des contrats d'1 mois. Donc, ils ont fait un plan social et moi, j'étais dans une radio FM. Donc, tu as pris ta revanche sur RMC. Ils nous ont virés en 1 semaine, effectivement. Et je trouvais ça profondément injuste parce qu'on y était toute une équipe et on était une espèce de petit laboratoire d'idées. Et on marchait, on avait des bonnes audiences. Et souvent, ils venaient nous piquer des idées, des OP qu'on mettait en place. Et j'avais trouvé ça... injuste. Et avec quelques copains, comme ça, on s'est retrouvés sur le carreau. Je me suis dit, je vais avoir 30 ans. Je me donne 1 an pour continuer dans ce métier de journalisme. Et j'ai été viré en septembre 92. Et je m'étais donné jusqu'en septembre 93. Et j'ai trouvé du boulot en juillet 93. Sinon, j'ai arrêté le métier. Oui, c'est ce que j'ai lu. Sinon, vous pensez au tourisme ? Ouais, tu serais directeur du tourisme, l'office du tourisme de Nice. L'office du tourisme de Nice, pourquoi pas. Non, mais je m'étais dit, il fallait que je bouge, j'avais la bougeotte. Donc je m'étais dit, le tourisme, ça me permettra de voyager. Donc j'avais comme ça, effectivement, il y avait les comités du tourisme. Je voyais, il y avait American Express, je me souviens, j'avais fait une OP avec eux.
Et ils avaient des types qui partaient partout dans le monde, monter des bureaux. Je m'étais dit pourquoi pas. Voilà, c'était ces petites choses que j'avais mis de côté comme ça. Et puis bon, finalement, j'ai trouvé un job et j'ai voyagé virtuellement parce que j'ai trouvé un travail à Radio France Internationale. Et tous les jours, j'avais l'actualité mondiale et j'avais quasiment une map monde sous les yeux et je découvrais des pays et des capitales dont j'ignorais l'existence. Ça a été très formateur. Pendant 7 ans environ, avant la rencontre. Ça m'a permis d'aller une seule fois en Afrique, à Dakar. Au Sénégal. Voilà, j'étais à Dakar et puis après, pendant 3-4 jours, on s'est promené dans des villages comme ça autour de Dakar et de découvrir autre chose, de rencontrer d'autres gens. Ça aussi, ça a été un bon moment. Et vous, Olivier, pendant ce temps-là, Autoroute FM, oui, la bougeotte dans un autre genre. Oui, sur la route. Sur la route. Traçais. Écoute, c'est un peu par hasard, parce que j'avais un de mes profs de journalisme qui était patron d'Autoroute FM, mais à Lyon, parce qu'il y avait plusieurs. Donc j'avais fait 3 mois là-bas, après je suis revenu sur la région parisienne et j'étais voir celle qui était en région parisienne. Et j'ai fait des piges comme ça au début, puis après ils m'ont embauché et après j'ai été nommé rédac chef, j'ai progressé. C'était assez confortable parce que j'étais pas mal payé, parce qu'il y avait des moyens, les sociétés d'autoroute. Mais après je m'ennuyais un peu quand même et c'était un peu une prison dorée, c'est-à-dire que j'avais un salaire, j'avais une voiture de fonction à un moment donné, j'avais aussi déjà 2 enfants, donc voilà, je faisais tourner la marmite comme on dit, mais en même temps je me disais voilà, je ne m'épanouis pas complètement, il faut que je trouve quelque chose, il faut que je me mette un peu en danger. Et le problème, c'est que comme j'avais des enfants, je n'osais pas casser mon CDI. À l'époque, le CDI, c'était très très important. Pour les nouvelles générations, visiblement, ça allait moins. Donc j'avais des propositions, mais c'était des choses plus précaires, etc. Donc à chaque fois, je refusais. Et puis finalement, il y a le projet d'Alain Veil que je découvre dans la presse et qui m'intéresse. Je me dis, tiens, il veut lancer une nouvelle radio, une nouvelle façon de faire la radio Talk. Il se trouvait que ma mère connaissait la mère d'Alain Veil, parce qu'ils jouaient aux cartes ensemble. Au bridge. Voilà, au bridge, exactement. Et donc, c'était une fenêtre d'entrée. C'est-à-dire, je lui ai écrit, parce qu'à l'époque, on écrivait encore des lettres de motivation. Je lui ai dit, voilà, je me présente, nos mères jouent ensemble, mais voilà. Ça aide. Ça m'a permis d'avoir un rendez-vous, en fait. Le jeu de la carte. Voilà, le bridge m'a permis d'avoir un rendez-vous, et j'ai été reçu par le bras droit d'Alain Veil, qui s'appelle Franck Lanoux, et ça tombe bien, en fait, c'est comme quoi toutes les expériences servent, c'est ce que je raconte souvent, c'est que grâce à Autoroute FM, j'étais embauché à RMC, parce qu'ils voulaient lancer un décrochage parisien d'RMC, parce que RMC n'existait pas à Paris en termes d'auditoire. Il y avait une fréquence pourtant, et donc il fallait lancer de la circulation, des infos pratiques, et ça je savais faire. Je leur ai dit, écoutez, moi je vous embauche des journalistes qui vont faire le trafic, on va essayer de passer des accords avec G7, vous voulez même avoir un hélicoptère qui tourne autour de Paris comme aux États-Unis, mais ça c'était pas possible parce qu'on n'a pas le droit de faire tourner un hélicoptère au-dessus de Paris. Enfin bref, et en fait Autoroute FM a été ma porte d'entrée à RMC, plus que le bridge finalement, et puis après je suis parti sur autre chose. Et là, comme quoi toutes les expériences sont bonnes. Après le pont, l'autoroute, le pont. C'est ça. Je file la métaphore. Vous avez l'impression que c'était écrit tout ça quand même ? Cette rencontre, cette longévité. Là on revient. Allez, 3e mot. Ouais, mais justement. Allons-y. Allez, ça peut résonner avec le 3e aussi. Liberté. Liberté. Alors, déjà, on nous a Destin. toujours foutu la paix en 20 ans. En 20 ans de boulot ici. Après, on s'est aussi acheté notre liberté en quelque sorte. Le succès. Mais on a eu la chance en montant cette radio et ce projet. Enfin, en montant cette radio. Ça fait 24 ans maintenant. Je commence à m'approprier. On y a un peu quand même participé. Mais c'est la maison. La maison. On a eu la chance de bénéficier de cette liberté. Il a fallu que la direction de l'époque, Alain Veil, Franck Lanoux, bataille, parce qu'on avait des pressions, etc. Mais on a toujours fait les GG en étant protégé, en étant libre. Voilà, ça c'est bien dans ce métier. C'est bien. La liberté, pour moi, c'est ce qui est le plus important. J'ai fait aussi ce métier pour être libre. J'ai jamais tellement aimé, c'est pour ça qu'à l'école, ça se passait pas très bien. J'avais du mal avec l'autorité. J'ai toujours eu un peu de mal avec l'autorité d'une manière générale. Et en même temps, vous étiez timide. Et en même temps, j'étais timide. Mais je me rebellais souvent. Bizarrement, les seuls moments où je l'ouvrais un peu, c'était quand il y avait les profs et je répondais aux profs. C'était un problème, il ne faut pas répondre aux profs. Insolent. Voilà, j'étais insolent, exactement.
Mais ça aussi, ça sert après. Mais, Ça sert après. ça peut servir. C'est comme la curiosité qui n'est pas un vilain défaut pour notre métier. Et la liberté, je trouve que c'est vraiment ce qui est le plus important dans notre boulot. C'est d'être libre, de pouvoir raconter ce qu'on voit, de raconter ce qu'on pense, et même si on se trompe. Et c'est vrai que cette liberté, RMC nous l'a offert et c'est formidable. Et je ne remercierai jamais assez Alain Veil de nous avoir offert cet espace de liberté et remercier aussi ceux qui ont suivi Alain Veil, qui continuent à nous offrir cet espace de liberté. C'est vraiment ce qui est le plus important. Liberté précieuse. Tous les deux, vous avez eu la vocation assez jeune. 12 ans, j'ai lu, pour Alain. Ouais. C'est venu, en fait, c'est même venu avant. Oui, c'est ça, CM2 et puis 6e. CM2, il y avait les programmes pédagogiques. J'étais tchatcheur à l'école. J'étais pas un super élève, mais j'étais un tchatcheur. J'aimais bien faire rire, parfois faire le pitre, etc. Et il y avait le mardi après-midi, je crois, il y avait les programmes éducatifs. Et puis un jour, Madame Donato, mon enseignante de CM2, met le programme éducatif et c'était consacré aux commentaires sportifs et autant que je me souvienne. Et elle a dit qui pourrait ici faire comme ça un commentaire sportif à la volée. Et donc je me suis levé et puis j'ai fait un commentaire sportif. J'étais déjà passionné par le foot, je collectionnais les figurines Panini, on parlait de foot avec les copains. Donc ça a commencé là. Et puis ensuite en 6e, j'ai fait une rédaction sur qu'est-ce que vous voulez faire et j'avais raconté. À l'époque, c'était le sport, le Grand Prix de Monaco. Voilà. À la maison, il y avait toujours des journaux qui traînaient, la radio qui était allumée, la télé aussi. Et donc, j'ai vraiment baigné là-dedans, quoi. Voilà. Et commentateur sportif, ça vous Je l'ai fait quelques fois. Non. Je l'ai fait quelques fois sur des matchs de foot pour rendre service à des copains qui pouvaient pas y aller. Et dans ces cas-là, ils disaient Alain, il peut faire le job. Donc, je suis allé commenter des matchs, faire des multiplex. Une fois même sous pseudo, il faudrait que je me rappelle quel était mon pseudo. Mais je l'ai fait, j'ai commenté le rallye Monte-Carlo aussi. Oui, c'est ça. J'ai commenté un triathlon. J'étais aux Jeux Olympiques de Turin aussi, c'était assez marrant. Pour RMC, faire les interviews des sportifs. J'étais resté au siège à Turin. Voilà, c'est plutôt sympa. On entend des hommes libres et dont la liberté est aussi une des valeurs de l'émission, liberté d'expression. Vous ouvrez le micro à encore une fois plusieurs profils et plusieurs voix différentes et discordantes dans le respect. Est-ce que c'est toujours compatible ? Parfois, ça peut déraper, mais moi, je préfère toujours l'excès de liberté d'expression à l'absence de liberté d'expression. C'est à nous de cadrer le débat. De toute façon, il y a des lois pour ça maintenant. Puis on est quand même assez surveillés, notamment par l'ARCOM. On a mis en place des autorités de régulation dans ce pays, qui aiment bien mettre en place des autorités de régulation. Donc, on s'y plie, mais en même temps, on veut aussi que le débat soit libre. C'est-à-dire qu'en plus, on sélectionne des gens qui ont du caractère, qui sont là pour dire ces personnes sont là pour dire ce qu'elles pensent. Donc il ne faut pas non plus trop fermer l'espace d'expression, parce que sinon ça devient fade et sans intérêt. Entre liberté, égalité, fraternité, votre mot préféré ? Moi, c'est liberté. Ouais. Tous les deux, liberté ? Oui. Égalité, c'est un leurre. Et la fraternité, et bien la entendu. Fraternité, c'est un espoir. C'est un on va espoir. dire c'est un espoir. Bon, comme ce quatrième et dernier mot que je vous propose, un espoir, c'est la foi. Allez, foi. Bon, Alain, vous nous en avez déjà parlé un petit peu, mais bon, cette spiritualité, ce rapport à la foi. Oui. Mais on après, peut la réfléchir foi, un peu plus. Elle peut être de manière complètement différente. Moi, par exemple, j'ai foi en mes Exactement. enfants, par exemple. Je crois beaucoup à mes enfants. Donc la foi, voilà, mais on peut avoir aussi une quête spirituelle, on peut s'interroger, sans forcément mettre des mots précis là-dessus. Comme je vous disais tout à l'heure, je suis allé en Israël, je suis allé à Jérusalem, je suis allé à Bethléem. J'ai cherché, j'ai écouté, j'ai regardé. Je me questionne toujours. Mais j'ai vraiment mis de côté tout l'apparat, toutes ces paroles qui ont résonné pendant longtemps en moi. Tout ça, j'ai mis de côté. Et après, pour le reste, je vous dis, je me laisse guider.
Et je me dis qu'un jour, il y a quelque chose qui fera, il y aura un déclic et qui fera que je croirai. Donc il y a une espérance. Mais je ne sais pas en quoi. Ah mais l'espérance, elle y est, bien sûr. Mais moi, je suis très respectueux et même parfois admiratif de ceux qui ont la foi, Oui. parce que je vois quand même que ça peut aider dans des moments, ça peut aider dans des moments de douleur intense. Moi, j'ai vu ça près des proches et qui, grâce à leur foi, sont sans doute encore en vie parce que ils avaient toutes les raisons de vouloir se flinguer. Donc la foi peut sauver, je le crois très, très fortement. La foi peut donner un sens, bien sûr, à la vie. Elle peut faire aussi des choses formidables. Il y a des gens qui sont engagés religieusement et qui aident les autres et qui font des choses que moi je ne ferais pas, enfin que je ne serais pas capable de faire. Donc ça, c'est assez... moi, j'ai beaucoup de respect pour ça. Mais elle aveugle aussi. Hein. Pardon ? Elle aveugle aussi, ou elle rend sourd. Oui. Mais bon. Oui, mais elle rend sourd lorsqu'elle est excessive et lorsqu'elle se transforme en quelque sorte en folie, quoi, en fait. Foi, folie. Mais ça, c'est plus la folie des hommes. Olivier est moins virulent qu'Alain sur le sujet. Oui, c'est vrai. Moins de colère. Moins de colère. Moi, non, j'ai pas de colère là-dessus. Moi, je vous dis, il y a une... Je l'exprimais. Mais il y a des saintes colères. Oui, tout à fait. Ah, ça, j'aimais bien. C'était une des expressions de Patrice Gourrier, ça. Quand il avait un coup de gueule, notre curé des GG, il disait toujours, c'est ma sainte colère. Et Ségolène Royal avait dit ça aussi. Ségolène avait dit ça aussi. Ça ne vient pas réussi. Et vous en avez vu... Oh, je savonne là. Vous avez eu une sainte colère, souvenez-vous, avec Maître Collard. Oui. Ah, c'est toi, oui. Ça reste... Mais ça, Alain, il est comme ça. C'est-à-dire qu'il dit rien, puis dit d'un coup, ça il explose. explose. Ouais, ça. Ouais. Mais il avait cherché, il avait prémédité, et puis il avait tapé sur le système de tout le monde. Et en plus, je crois même, parce qu'il était avec Étienne nous a raconté, Étienne Yebig, qu'il avait fait exprès, il avait prémédité à la machine à café juste avant l'émission, il a dit je vais les faire vriller, tu vois, qu'est-ce que je vais trouver pour... Ouais. Donc en fait, il était vraiment dans un truc prémédité. Mais bon, c'est salvateur, les saintes colères. Oui, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça sort, il faut que ça sorte, bien sûr, c'est évident. Et après, ça permet de reposer les choses, de réfléchir. La foi, la religion, la spiritualité, ça porte aussi, je parlais d'espérance tout à l'heure, vous pensez parfois l'après Oui. Ah non, mais alors l'angoisse... Je me rapproche, je suis plus près. Non, mais l'angoisse de la mort, c'est quelque chose que je ressens. Hein. Ouais, moi, l'angoisse de la mort, c'est quelque chose que je ressens. Et depuis... la foi permet peut-être depuis un moment, d'apaiser depuis longtemps. cette angoisse. Oui, non, le fait de ne plus exister et surtout de dire que ça va de ne plus vivre, ça va s'arrêter. Et ça me paraît absurde, en fait. Voilà, je dois vous dire. Le fait qu'un jour on ne vit plus, ça me paraît absurde et j'ai du mal à le concevoir. Donc il faut faire le pari pascalien. Voilà, on peut faire. Oui, alors non, mais c'est vrai, c'est ça. Bien sûr. Ouais. Mais peut-être que je le ferai, ce pari, juste avant. Avant le grand saut dans l'inconnu. Mais donc c'est quelque chose. Oui, c'est quelque chose. Et puis j'ai perdu mon père cet été, donc forcément ça bouscule beaucoup de choses. Surtout que j'avais perdu ma mère auparavant. Donc donc on devient un peu finalement la génération suivante. Moi, je suis l'aîné de la fratrie, et donc je pense beaucoup à mon père. Et je pense à ça, en fait. Et je pense à son angoisse qu'il avait juste avant aussi de mourir. Je sais ce qu'il avait demandé à voir un psychologue pour en parler, alors que lui était très cartésien. Et pourtant, lui aussi, il avait grandi avec les curés, il avait fait tout son parcours. Mais bon, je crois qu'il ne restait plus grand-chose de tout ça. Mais à l'approche de la mort, il avait quand même cette angoisse qu'il a saisie. Il avait besoin d'en parler. Alors, il a pu demander à un prêtre, mais il a demandé au psychologue de l'hôpital. Et voilà, et moi ça m'a fait réfléchir, et c'est une angoisse que j'ai, et parfois je me réveille même parfois la nuit avec cette angoisse de la mort. J'ai pas envie que ça s'arrête, mais je pense que c'est une angoisse assez partagée. Moi j'avais beaucoup aimé ce qu'avait dit Mitterrand au crépuscule de sa vie, François Mitterrand, lorsqu'il avait dit qu'il croit les forces de l'esprit. Sans doute. Et moi je crois aux forces de l'esprit. Alors vous voyez, c'est pas la vie éternelle. Mais je sais que mes enfants, mes petits-enfants, et en plus grâce à Internet aujourd'hui, en fait, il y aura une espèce de partie de moi qui va survivre. Ils reverront les meilleures émissions. Voilà, c'est ça. Ils vont te podcaster. Et ils vont dire, regardez, c'était ton grand-père, ton arrière-arrière-arrière-grand-père. Et donc, finalement, ça m'aide à me dire,
il y a une espèce de vie éternelle, vous voyez, par la pensée des autres, par aujourd'hui la nouvelle technologie qui fera Elon que... Musk, il croit aussi, hein, le Oui, c'est téléchargement très- des consciences. Alors, je C'est suis très pas, Elon Musk. je suis La pas sûr transhumanité. d'être sur le Transhumanisme. transhumanisme. C'est pas quelque chose que j'aime. En revanche, vous c'est voyez, pas trop mais- votre truc. non, c'est pas mon truc. Il y a une curiosité quand même. Bon, bah finalement, Je- vous je allez vais- revenir à l'église. Je Oui, vais- finalement, Alain, je pense que cette colère va directement le reconduire à l'église. Exact, on Eh dirait. oui, mais bien sûr. Et donc voilà. Donc Dans saint de colère, il y a colère, mais il y a saint il y a aussi. ça aussi, Exactement. peut-être, vous avez raison, mais peut-être que cette émission, finalement, va révéler révélation. autre chose, va révéler autre chose. Mais donc voilà, moi je crois plus aux forces de l'esprit. Et donc, si vous voulez, cette vie éternelle, c'est par la force de l'esprit des autres. Moi, je me ferai incinérer, je sais déjà où je me ferai balancer. Ce sera, je sais où, devant le Cap Ferrat, c'est là où j'ai grandi. Je serai incinéré, mes cendres seront face à Saint-Jean-Cap-Ferrat et je serai très heureux là-bas et mes enfants penseront, et mes arrière-petits-enfants penseront à moi. Un lieu de mémoire et de recueillement. Oui. Oui. Mais ça, c'est les forces de l'esprit. Les forces de l'esprit. C'est la force de Et l'esprit. vous, Olivier ? Il n'y a pas besoin de Alors, ça. moi, Vous avez du tout. déjà Alors, tout planifié ? Non, pas du tout. Alors, j'ai rien planifié là, ni la façon dont je voudrais finir, ni où, ni comment. Non, moi, ça m'angoisse, donc je ne vais pas planifier du tout. On verra ça quand ça, si je peux, parce que ça peut s'arrêter brutalement à tout moment. Mais bon, non, j'ai pas donné de consignes, rien, non. Ça, c'est un truc, vous voyez, est-ce que c'est le fait d'avoir baigné dans le sud mais petit, on m'a emmené voir les morts. Je me souviens mon grand-oncle, je devais avoir 7-8 ans, 8-9 ans. On est allé le veiller, on a embrassé le front des morts, touché les morts. À chaque fois, on y allait en famille, on allait les voir. Et j'ai pas peur de voir les mords. Expérience perturbante. Ça peut. Ah oui. C'est traumatisant. Oui. Ça peut. Moi, ça me le fait pas. Alors, c'est sûr, quand vous ouvrez le rideau du funérarium, il y a toujours un petit moment quand même qui vous prend. Mais j'ai pas cette angoisse par rapport à la vision du mort. Voilà. Et mes grands-parents, je les ai veillés. Je les sens encore quand je mettais ma main sur leur front. Ça a été un chagrin immense. Ils sont toujours avec moi. Je les emmène tout le temps. Et ça, c'est les forces de l'esprit. Alain Marchal, une brebis égarée. Mais oui, Qui va revenir au bercail. Je pense. En fait, cette colère, elle est trop importante. Ça veut dire qu'il cache quelque chose, en fait. Oui. Il va revenir. La haine et finir l'amour. curé. Oui. Vous allez peut-être finir curé. Les évêques du monde vont prendre leur revanche. Monseigneur Marchal. Ça claque. Bon, allez, je reviens auprès de vous pour la conclusion. À tout de suite. À tout de suite. Alain et Olivier, je suis de nouveau en face de vous. Alors, Merci pour ce moment. Voilà, merci pour ce moment. Le ressenti de cette expérience, on était entre le confessionnal et le cabinet de psy. Ça change déjà Allez, des Olivier. interviews qu'on fait habituellement, donc c'est assez agréable. Et puis c'est vrai, on est en confiance, donc on raconte un peu des choses plus intimes qu'on ne raconte pas habituellement dans les médias. Donc voilà, c'est intéressant. Ouais, ça permet de se livrer un peu plus. On a eu une scène colère d'Alain. Il nomine C'est pas ça. terre et fili, Mais peut-être un retour. Non, mais et Spiritus Sancti. Oui, mais je pense que ça le Il va nous titille en parler en fait. latin Oui, je pense que maintenant, ça le titille en fait. Il va revenir. Il va reprendre le chemin. Enfin, Tu reviens Le chemin de Dieu. dans le droit Dans le droit chemin, chemin. grâce à Catéo. Non, mais Et lumière intérieure. merci parce que Ouais. ça nous Mais on permet l'a de parler tous, d'autres hein. choses. On a tous cette lumière intérieure, mais c'est vrai que nous, on a une image de gens que l'on voit entre 9h et midi, Oui, bien sûr. 17h et 19h, où à chaque fois qu'on fait les émissions, nous C'est forcément une image un peu biaisée. voilà, un peu toujours la même chose. Et puis quel est notre chemin personnel, notre parcours, nos colères, ce qu'on nous angoisse, etc. Ça, en fait, je crois que c'est la première fois qu'on le livre, hein, vraiment. C'est vrai. C'est vrai que tout ce qui est foi, spiritualité dans vos émissions, enfin, il y a eu la rouverture de Notre-Dame récemment. Oui, il y a la couverture de Notre-Dame, qu'on n'a pas, nous, tellement... Pas sous l'angle de C'est- la... Non, pas tellement.
Non, on était La plus. spiritualité. Non, c'est vrai qu'on parle assez peu de spiritualité dans les grandes gueules. Peut-être qu'on devrait le faire un peu plus souvent. On parle de religion, mais souvent des dérives de la religion. Quand on parle de l'islamisme, par exemple, mais Ou des scandales dans l'Église ou des catholique. scandales, voilà, ou quand il y a des scandales. Donc on parle un peu de la face noire de la religion. Étienne Liebig, notre éducateur d'ailleurs, raconte que ado, jeune, Oui, c'était. voilà, il avait été touché agressé par un curé. par un prêtre. Après, lui, il s'en est remis, il l'a combattu à sa manière, etc. Mais on a eu beaucoup Mais on a témoignages à des ce grandes niveau-là. gueules qui sont engagées dans la foi, qui ne le cachent pas. Emmanuel de Villiers, Joël Dagossiri Joël aussi, Dagossiri, qui est plutôt chrétienne évangélique. voilà. Et on le respecte. D'ailleurs, on voit, hein, ce sont des moteurs aussi pour eux, et on respecte complètement. Parmi les 4 mots proposés, est-ce qu'il y en a un qui vous parlait davantage? Moi, le mot liberté me parle liberté, davantage. Oui. Ah Chevillé au Voilà. corps. Parce que ça permet de tout faire Vous derrière. aussi, liberté ou foi, finalement? Ah, je sais que vous voulez me ramener. Vous les ramener. Si. Je vous promets, je vous tiendrai au Je courant. crois que vous avez raison. repasserai vous voir en vous disant ça y est, j'ai avancé, j'ai retrouvé quelque chose. La lumière est devenue un feu, une flamme. Oui, oui. Non, mais être libre, c'est ce qui est le plus important. La Ouais. liberté. C'est une quête, hein, on ne l'est pas toujours, mais... La liberté d'expression qu'on entend bien dans votre émission. On arrive à la fin de celle-ci. Je Merci. le rappelle, Vraiment. les grandes gueules. Ouais. Voici nos grandes gueules à nous, entourées des leurs. Lisez leur livre, qui est quand même truculent. On apprend toute votre vie, Oui, votre parce que, parcours, voilà. et puis hommage aussi Et aux ceux grandes des gueules grandes gueules, surtout. Voilà, et le bien parcours sûr, des qui grandes vous gueules, entourent. On ouais. n'a pas pu tous les citer, mais ils sont bien présents dans ce livre, aux éditions L'Archipel, Grande Gueule, 20 ans de succès. Merci à vous. Merci à vous. Olivier Truchot et Alain Marchal. Je vous salue, Marie. Elle était facile. Allez, Oui, à on l'a bientôt. jamais Vous fait. connaissez le replay, ktotv.com. À la semaine prochaine. Bye bye.